relancer sa carrière. Salut à tous, c'est la dernière de la saison de Gym Tonic. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous allons faire le bilan de cette édition 2022-2023 et nous projeter sur un été encore rempli d'incertitudes. Pour m'accompagner, ceux qui ont suivi avec attention cette année mouvementée pour le groupe Nice Matin, Vincent Menichini. Salut Vincent. Salut à tous. Et Philippe Camps, le Big Boss. Salut Philippe. Salut. Notre invité cette semaine a brillamment obtenu le maintien en Ligue 1 de Brest. C'est un ami et un habitué de Gymto, Eric Roy, est sur notre plateau. Salut Eric. Bonjour les amis, ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Félicitations pour ton maintien. Bravo. Merci. C'est pas gagné, hein, on va en parler évidemment tout à l'heure, mais bravo à toi. Et à tes joueurs également. Ouais, surtout. Au sommaire de cette émission, Didier Ligard débarqué. Qui sera le futur entraîneur de l'OGC Nice et avec quel projet? C'est toujours le flou autour d'Ineos. L'équipe de Gym Tonic donnera également ses tops et ses flops de la saison et ses images fortes, sans oublier le pour-contre, l'indiscret et bien sûr les news mercato parce que ça va arriver vite. Pour attaquer cette émission, on commence par cette info que Nice Matin vous a donnée en exclusivité dimanche dernier. Vincent, Didier Ligard ne sera donc pas l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine. Ouais, il a été reçu dès le lendemain de la brillante victoire contre Lyon, un succès qui a permis à l'OGC Nice d'avoir, sur la période où Didier Ligard a été l'entraîneur, le 4e bilan de Ligue 1. Il a battu toutes les équipes de la première partie de tableau, à l'exception du PSG, un match que l'OGC Nice aurait très bien pu remporter. Voilà, ça a été une décision prise forcément en concertation par le fameux board. C'est souvent le mot qui revient ces derniers temps, et c'est Florent Ghisolfi qui a annoncé la nouvelle à Didier Ligard, qui a forcément été déçu parce qu'il considérait qu'il avait le droit et surtout il avait rempli sa mission. Voilà, c'est un choix de club. Je pense que pour Didier Ligard, c'est pas facile de l'accepter parce qu'il a le sentiment, vraiment, je me répète, d'avoir réussi sa mission. Maintenant, on a très envie de savoir qui sera le prochain entraîneur. On va en parler effectivement après des pistes. La tendance, mais ouais. Ça a été pas un moment facile et maintenant, tâche aux dirigeants de redonner, comme ils le disent, un nouvel élan à ce projet. On va regarder justement, parce que tu en parlais, les chiffres de Didier Ligard comme entraîneur de l'OGC Nice, et on va voir que son bilan il est plutôt bon. Ça, c'est toute compétition confondue, avec 25 matchs, 12 victoires, 8 nuls, 5 défaites et 37 points pris en championnat quand même sur 58. Surpris, Philippe, de voir Didier Ligard non reconduit, on va dire? Surpris, non. Pas vraiment, parce qu'on sentait ces derniers temps que c'était acté. Je sais pas, une petite musique qui faisait penser qu'il ne le garderait pas. Après, surpris, donc on l'a dit non, mais un petit peu, ça dépendra qui arrive. Et là, il faudra qu'on ait des explications, parce que quand même, c'est bien de dire un nouveau souffle, tout ça, mais bon, Ligard, il n'est pas là depuis 6 ans. Et il connaît... Il a fait combien? Quelques mois. Ouais. Donc, à la tête de l'équipe première. Eric, tu as suivi ça évidemment un petit peu de loin, tu avais tes propres soucis à gérer du côté de Brest, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on regardait là, le bilan de Didier Ligard à la tête de l'OGC Nice, tu aurais bien aimé aussi toi avoir ce ratio de points, j'imagine. Ouais, non, c'est sûr. Nous, je crois que... Moi, j'ai fait aussi 21 matchs. Il a fait 21 matchs, il dit, ouais, c'est ça. Et j'ai fait 31 points, 21 matchs. C'est déjà bien. Alors bon, on n'avait pas... 6 points de moins. On n'a pas non plus l'effectif de Nice, mais c'est vrai que le bilan de Didier, il est assez exceptionnel quand même, surtout qu'il faut se rappeler... Qu'est-ce que l'équipe montrait avant qu'il arrive aussi. Donc je pense qu'il a aussi su fédérer un groupe, redonner de l'énergie, certainement créer du lien avec les joueurs. Et c'est souvent ce que tu dois amener quand tu es appelé au chevet d'équipes qui sont un peu en difficulté. Donc c'est vrai que globalement, il a quand même bien fait son travail. Après, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais s'il y a un changement, c'est que le club a la volonté d'amener quelque chose de différent. Je ne sais pas si ça sera mieux, ça sera à voir, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dur pour lui. Ouais, tu l'as eu au téléphone, évidemment, Didier, un peu choqué, un peu sous le choc de la décision. Il faut laisser les gens tranquilles dans cette période-là. Qu'est-ce que tu vas dire Après, c'est la vie du foot. Il est dans ce milieu depuis maintenant plus de 20 ans et c'est d'une violence inouïe.
Eric le sait très bien, il a connu ça. C'est un milieu où parfois il y a des orientations différentes. Et ce qui est très dur, je pense, pour Didier Digard, c'est qu'aujourd'hui, il a le sentiment, encore une fois, que c'est un petit peu injuste. Il ne voit pas pourquoi, en fait, on le vire. Quelles sont les raisons ? Moi, je ne vois pas vraiment de greffe, mais on ne le saura vraiment jamais. Il y a cette volonté d'apporter un nouveau souffle, de le protéger. Mais le protéger, ça veut dire quoi ? Parce que tu l'as quand même envoyé... C'est les discours. Et oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut... c'est difficilement compréhensible, je pense, pour lui. Et surtout, on lui a proposé quoi, surtout ? Parce que l'idée, c'est qu'il reste au club, évidemment. Parce qu'il passe ses diplômes. Hein, voilà, il y a ce diplôme, parce qu'on va le dire clairement, s'il n'y avait pas ce diplôme en sous-marin, Didier Digard, certainement, aurait quitté le club. Aujourd'hui, lui, il est obligé de passer ce diplôme pour qu'un club ne paye pas l'amende. Et donc, certainement, il va retourner à la formation. Mais il va falloir qu'il digère quand même tout ça. Le nouveau coach aussi, lui, il va se retrouver avec l'ancien coach qui a vraiment en plus une vraie prise sur les joueurs, une vraie relation de confiance. Donc pour moi, c'est pas non plus... À la cantoche, ça risque d'être sympa. Ça peut mal partir, cette histoire-là, en fait, Philippe, si tout le monde se croise et se regarde en chien de faïence. Ouais, après, c'est des gens, je pense, des gens intelligents qui vont savoir... Après, il y a des gens qui savent rester à leur place, tout ça, mais c'est sûr que c'est l'influence par rapport aux joueurs et puis qui peut jouer. Oui, parce que n'oublions pas que les joueurs, ils voulaient qu'ils restent. Hein, le problème en plus, c'est que je pense Didier, il a su créer, comme je l'ai dit, une relation aussi avec les joueurs, et je pense qu'il avait une bonne... Il y avait une bonne alchimie qui s'était passée entre lui et voilà, il est d'une génération quand même... il connaît la nouvelle génération, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça maintenant, d'avoir des jeunes entraîneurs pour qu'ils soient plus adaptés à la nouvelle génération, en tous les cas qu'ils aient un peu les codes, tu vois. Donc il a créé ça, et la difficulté en restant dans le club, parce que moi je vais te le dire, il y a des entraîneurs d'expérience, en arrivant, ils vont dire moi je veux pas de l'ancien entraîneur juste derrière moi, quoi, tu vois. Non mais ça c'est la problématique. Et donc demain, comment un entraîneur qui arrive, quand il verra, parce que imaginons qu'il est avec l'équipe réserve ou dans le club, qu'il parle aux joueurs, parce que quand il le rencontre, les joueurs, ils vont pas l'empêcher de... Enfin, je veux dire, tu vois, c'est coach, salut coach, quoi. C'est naturel, quoi, je veux dire. Donc voilà, effectivement, c'est pour ça que moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient lui proposer quelque chose, mais qu'il refuserait pour partir entraîner ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il a montré, et je pense sincèrement qu'il peut y avoir des clubs intéressés, et je suis pas sûr, on en a déjà parlé, et je me suis renseigné, à partir du moment où il est inscrit au BEPF, je pense pas que n'importe quel club aujourd'hui qui le prendrait payerait l'amende. À l'étranger, en fait. En France, moi je me suis un peu renseigné, et a priori, à partir du moment où tu es inscrit, cette problématique, elle saute. Maintenant, pour Didier, c'est sûr que c'est compliqué, ça va être une situation difficile à gérer à partir du moment où il y a un nouvel entraîneur qui arrivera. Son positionnement, voilà, c'est pas simple. Et, oui, ce qui est dur, c'est que tu vois, par exemple, à Nantes, Pierre Aristou, il est resté 4 semaines, il a gagné un match, il n'a pas le BEPF, et lui, il garde son poste. Eux, ils vont payer 25 000 voilà, euros. Eux, ils vont payer l'amende, et il va garder son poste. Et puis c'est toujours pareil, ça dépend qui prend sa succession. C'est ça qui est dur aussi. Alors là, on fait le procès de personne, mais je pense que Didier Digard, s'il avait vu débarquer Francaise par rapport à tout ce qu'il avait fait d'exceptionnel à Lens, ou des top coachs, à un moment on parlait de Tourelle, Pochettino, Gallardo, Mota. Voilà, Gallardo, Mota, pareil, Mota, il est 9e à Bologne, c'est pas non plus Guardiola. C'est plus ça aussi, qui est dur aussi à encaisser. Oui, parce que justement, on va en parler des pistes pour le futur entraîneur de l'OGC Nice. Oui, pour la faire court, les Tourelle, les grands noms, tout ça, c'est terminé. Hein. Oui, alors voilà. justement, on va citer quelques noms qui sont sortis dans les médias, en vous donnant exprès le dernier nom qui sera lui qui tient le plus la tendance. Alors, on a parlé dans un premier temps de Guy Stéphane, Vincent, ça... Julien Stéphane. Julien Stéphane, pardon, autant pour moi. Guy peut faire un comeback. Hein. Non, mais je l'ai bien avec Didier. Que Guy, je l'ai eu comme entraîneur à Lyon. Il est bien avec Didier Deschamps. On a éliminé la Lazio de Rome en Coupe d'Europe avec Guy. Donc... Julien, son fils évidemment, qui se propose d'ailleurs un peu partout. On a vu qu'il se proposait aussi pour l'AS Monaco. Bon, ça a priori, ça sera pas lui. Ça sera pas lui. A priori, ouais, pour l'instant. C'est pas la tendance. Dire, c'est que celui qui tient l'accord. Voilà. Attends, on va pas le dire tout de suite. On va donner les noms. On va pas de tout. Non, Julien Stéphane, non, il aurait même été reçu. Il faut teaser. Voilà, il aurait même été reçu, lui, pour info, par Lorient. D'accord. Ah. Ça, c'est une info. Bah, du coup, je vous fais une passe D pour pourquoi par Lorient. Attends, parce qu'on va y venir à Lorient. Mais bon, ça, on a compris. Graham Potter, terminé. On oublie.
Terminé parce que nouveau projet, nouveau projet, c'est pas le choix de Florent Ghisolfi, ça coûte beaucoup trop cher, il était à Chelsea il y a 2 jours, donc on oublie. J'ai lu. Voilà, aussi c'est un petit détail aussi. Bon, j'ai lu chez nos confrères et néanmoins amis de l'équipe également le nom de Davide Ancelotti sortir. Le fils de Carlo. Le fils de Carlo. Vincent, oui, non. Ce ne sera pas lui, mais je peux en effet confirmer que Nice, alors c'est pas que Nice y a pensé, mais que dans ce genre de moment, il peut y avoir des rendez-vous un petit peu informels pour prendre des renseignements. C'est un coach en vogue pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait donner. C'est un coach, un adjoint pour l'instant. C'est un adjoint. D'accord. Bon, par contre, moi j'ai une info, ils n'ont pas contacté la fille de Guardiola. D'accord. Je la connais personnellement et elle n'a pas été contactée. C'est une bonne info. Allez, on va mettre fin au suspense. Celui qui tient la cote aujourd'hui est vraiment, et tu en parlais du côté de Lorient évidemment, c'est Régis Lebris. La corde, tenir la corde. Il est un peu fatigué. J'ai dit quoi? J'ai dit tenir la corde. Qui tient la cote. La corde. Qui tient la corde. Autant pour moi. Alors, on en a Régis Lebris. parlé dès le mois d'octobre dernier, au moment où Lucien Favre avait un petit peu de mal à donner une impulsion à cette équipe. Ah bon? On avait dit clairement que Régis Lebris faisait partie des cibles privilégiées par le nouveau board, par le duo Ghisolfi-Bocquet, qui le connaissent très bien parce qu'ils ont travaillé avec lui du côté de Lorient. Et il coche beaucoup de cases. Il n'était pas entraîneur principal à Lorient. Il était en effet chez les jeunes. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à Lorient. Il a réalisé une belle saison avec un effectif quand même pas exceptionnel. En perdant 2 gros joueurs. Il a perdu quand même Mofi et Ouattara au mercato d'hiver. Donc voilà, c'est celui aujourd'hui qui a les faveurs de la direction en place. Un Breton. Un Breton. Un Niçois en Bretagne et un Breton. Une très bonne première partie de saison où il avait des bons joueurs et à partir du moment où il avait 2 joueurs en moins. C'est un peu plus compliqué. Et ça a été plus compliqué. Surtout si c'était meilleur joueur. Comme quoi, quand t'as des bons joueurs, t'es un meilleur entraîneur. C'est bizarre, hein? Bon, après, il a quand même fait une deuxième partie de saison où il a assuré le maintien assez rapidement pour son équipe. Il se lève, il fait des bons. Désolé, j'ai la chaise. Regarder en fait les stats sur les matchs allés, les matchs retour. À partir du moment où il a perdu les 2 joueurs offensifs qui faisaient. Il avait perdu aussi l'orienté. Alors il a perdu 2 joueurs, mais il a pris quand même Favre, qui est un joueur bon petit joueur. Et qui le fait du bien. Lorient. Ouais. Il a été à Brest et je peux te dire. Et Bamba Dieng que Nice voulait l'été dernier. Et qui absolument pas fait grand chose, enfin qui n'a pas fait grand chose du côté de Lorient. Ouais. C'est vrai que la succession de Mofi était compliquée. Sur le papier. Après, Philippe, à toi. Ouais, Philippe, ton avis, Régis Lebris plutôt que Didier Digard? Je me pose la question. On se la pose tous, cette question. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faudra qu'il soit costaud, quoi. Parce que... Il met pas trop la pression déjà. Il n'est pas arrivé. Il connaît un peu le contexte. Le boss, je vois que ça costaud. Il a eu tous les anciens déjà. Non, mais faut pas qu'il soit parano, parce que dans ce club où il va voir si un jour il voit Digard en train de parler à l'ombre de Todibo ou à Dante, il faudra pas qu'il soit parano, tout ça. Et tu sais que c'est un sentiment que les entraîneurs développent beaucoup. Oui, en général. Attention. Voilà, on en connaît des normaux, puis pouf, tout d'un coup ils deviennent entraîneurs. Non, moi je sais pas. Hein, en tous les cas, c'est un procès d'attention. C'est un théoricien du football déjà. Non, mais après, que ce soit un bon technicien, que ce soit quelqu'un qui connaisse bien le foot, c'est un mec qui est parti du plus bas et qui est arrivé maintenant au plus haut, c'est-à-dire qu'il a été éducateur, entraîneur, formateur, et puis maintenant entraîneur professionnel. Donc, certainement qu'il doit avoir des idées bien précises sur ce qu'il veut mettre en place, sur les joueurs, sur comment faire jouer son équipe, ses principes de jeu. Ça doit être très clair pour lui, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, la réalité, en fait, c'est quoi? C'est que tu as un directeur général et un directeur sportif. Ils connaissent l'entraîneur qui veut le prendre, et je pense que c'est une question de relation. Ils préfèrent être avec quelqu'un qu'ils connaissent bien, pour diverses raisons, parce que c'est comme ça, plutôt que de faire confiance sur la durée à Didier. Et ce qu'on peut penser aussi, c'est que l'affaire Galtier a laissé des traces, certainement, dans un sens ou dans l'autre. Alors, c'est-à-dire, explique-toi. C'est compliqué à expliquer, mais je pense que même... Toi aussi, tu as été interrogé sur l'affaire Galtier. Depuis le début de l'histoire, on a bien vu la stratégie adoptée par Ineos. Ouais. C'est-à-dire, on ne dit rien. On fait comme si on est au courant de rien. C'est un système. Voilà. Tu parles bien italien aussi. Donc aujourd'hui, pour Ineos, je pense que la solution privilégiée, clairement, c'est d'essayer d'écarter un peu tous ceux qui étaient au cœur de cette affaire. Et qui pourraient parler, c'est ça que tu veux dire?
Et sans parler, mais c'est voilà, en gros. De toute façon, je pense qu'ils vont parler, les gens, puisqu'ils vont être entendus. En gros, on tourne la page un peu. Ils ont été entendus par la police déjà. On tourne la page d'une histoire qui a quand même pollué le quotidien de l'OGC Nice à un moment un petit peu charnière de la saison, notamment pendant la double confrontation contre Bâle. Est-ce que l'histoire est réellement tournée? Parce que tant qu'il y a toujours une instruction en cours. Mais non, exactement, il y a toujours une affaire en cours. Et puis voilà, Ineos, depuis le début de l'affaire, quelle a été la communication d'Ineos depuis le début de cette affaire? Un communiqué de la 3 lignes. lignes. Juste avant Bâle. À aucun moment, Ineos est venu au soutien de son entraîneur. C'est une affaire qui frappe shit. Depuis le début, je pense. À aucun moment, on voit aussi même Jean-Pierre River, à aucun moment, il s'est mouillé dans cette affaire. Alors qu'il était au cœur de... Peut-être qu'il n'en connaît pas les tenants et les aboutissants aussi. Non, il était quand même au fait de tout ce qui a été raconté, puisqu'il était dans toutes les réunions. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi cette volonté de faire un petit peu table rase de ce passé et d'écrire une nouvelle histoire. Point barre. Parce que sportivement, aujourd'hui, il y a certes cette élimination contre Bâle qui a laissé des traces... En fait, ce qu'on peut reprocher à Didier Digard, c'est juste un match perdu à domicile, enfin un match nul, une élimination. Une confrontation contre Bâle. Voilà, et encore le match aller, bon, tu fais 2-2, il n'y a pas de souci. C'est ces changements contre Bâle et sur un match. Donc c'est pour ça qu'on peut penser qu'à un moment donné, et lui peut penser aussi à un moment donné, que c'est injuste d'être jugé seulement sur un match. Et peut-être la défaite à Brest aussi, tu l'as peut-être pas arrangé sur ce match-là qui était entre les deux matchs. À Brest, il avait fait tourner, c'est compréhensible aussi, pour préserver ses forces vives pour le match contre Bâle. Moi, après, j'ai beaucoup suivi ce match de Bâle, et c'est vrai que le scénario, il est terrible, quoi. Et c'est terrible parce que... Jusqu'à la 86e minute, c'est un héros, Didier Digard. Non, mais en plus, c'est-à-dire qu'il avait quelques joueurs aussi importants qu'il n'avait pas sous la main, et qu'il aurait pu récupérer pour le tour d'après, donc je pense que ça a vraiment fait mal. Ça lui a fait mal à lui, et puis certainement, ça compte aujourd'hui. Mais il est évident qu'il y a peut-être d'autres problématiques que sportives pour le fait qu'aujourd'hui, il décide de passer à autre chose. Quoi. Tu en doutes? Non, je pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a une chose. Une sorte de nouveau souffle, Et justement, allez, justement, parce qu'on parle de nouveau souffle, encore un nouveau projet du côté d'Ineos, on vous en parlait déjà la semaine dernière. Je voudrais juste te dire un truc. Dans Gym Tonic, oui. Donc c'est Régis Lebris, alors, c'est sûr. C'est la grosse tendance, non, a priori. C'est ce qui est dans les sûr, tuyaux, c'est ce que vous, messieurs, vous m'avez dit ce matin en arrivant. Il est quand même sous contrat avec Eric a raison, il faut rappeler qu'il est quand même sous contrat jusqu'en 2027. Donc ça veut dire... Il y a une indemnité de transfert. Mais quand même que tu lâches un coach qui finit 9e pour prendre peut-être un coach qui finit 10e, et en plus tu le payes. Il y a 2 ans, on était là, on paye Christophe Galtier. Il sortait quand même d'un titre de champion de France. Et puis, là, la pression sur Régis Lebris, comme l'a dit Philippe, si tu payes 2 ou 3 millions pour Régis Lebris... Attention, parce que Loïc Ferry, c'est un financier, il ne va pas faire de cadeau à l'OGC Nice, sachant un peu ce qui est derrière l'OGC Nice, c'est-à-dire le groupe Ineos. Tu ne pourras pas payer plus pour Régis Lebris. Je ne sais pas. Ça dépendra de ce qu'il va demander. Il peut demander 10 millions. Après, il y a un avantage pour Régis Lebris, c'est que j'ai déjà mon titre s'il signe à Nice. Oui, le Brice de Nice. Voilà. Elle était facile. Ça va, évidemment. Allez, le nouveau projet Ineos, il a réfléchi. On lui fera prendre la vague. Le nouveau projet Ineos, on vous en parlait un petit peu la semaine dernière dans l'Indiscret, Vincent. Un énième nouveau projet Ineos. Là, on réduit la voilure, terminé de vouloir concurrencer le Paris Saint-Germain, la 2e, la 3e place, ça on oublie. En fait, on va faire du Lens à Nice. On joue le maintien, quoi. Non, mais en fait, surtout la volonté, c'est d'arrêter avec les grandes annonces farfelues et de dire un peu tout et n'importe quoi avant chaque début de saison. On se rappelle malheureusement de la première conférence de presse complètement destructrice de Lucien Favre qui avait annoncé clairement vouloir jouer le titre dans les 2 ans et la Ligue des Champions. 3 mois après... je pense que Lucien Favre il a dit ce que les autres voulaient entendre derrière. Absolument. Alors ça sera notre débat de tout à l'heure, tu verras. Et aujourd'hui, l'idée, et Florent Ghisolfi qui a réussi à Lens avec des moyens, somme toute, pas des grands moyens, à faire une équipe... à qualifier cette équipe en Ligue des Champions, il a la volonté d'avoir un projet plus modeste et de remettre les mains dans le cambouis et de réimpulser une identité de jeu, une identité même au niveau de l'état d'esprit à cette équipe et d'arrêter de trop parler. Nice doit redevenir une équipe compliquée à jouer, qui va de l'avant. Je qui ne parle pas dans le sud, bon. Tu m'aurais dit en Bretagne, tu m'aurais dit dans le nord, mais dans le sud, parler. Si on empêche les gens de parler dans le sud. Mais c'est la volonté en tout cas aujourd'hui et puis surtout les moyens sont plus du tout les mêmes. Il n'y aura pas la possibilité de faire de
de gros transferts. Alors pourquoi ça faut l'expliquer quand même, parce qu'à un moment donné, bon, le rachat de Manchester United, ça va tomber peut-être d'ici ce week-end ou pas, mais si pas de rachat de Manchester United, l'OGC Nice reste le club phare d'Ineos. Pourquoi ne pas investir pourquoi ne plus investir fortement? Après, ils ont quand même mis 40 millions d'euros lors du dernier mercato d'hiver. Si on reprend les totaux de tous les derniers mercatos, on peut quand même dire que Nice a fait partie des clubs qui ont le plus investi avec Rennes et les autres. Donc ça, quand même, il ne faut pas l'oublier. Il y a aujourd'hui cette volonté de dire on va arrêter un petit peu de dépenser n'importe comment. C'est-à-dire que je pense qu'ils veulent mieux dépenser. Oui, mais attends, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est eux qui ont un peu dépensé n'importe comment en donnant les clés du camion à Braceford et Yann Moody. C'est Ineos qui a choisi de... Il n'y a qu'à faire le topo parce qu'ils critiquaient la gestion de Fournier. Ils avaient tout à fait le droit. Mais le dernier mercato, on ne va pas refaire la revue d'effectifs. Mais quand même, Viti, c'est 15 millions, ils veulent le vendre. Raré Chilier, 5 millions d'euros, ils veulent le vendre. BK, plus de 10 millions d'euros, ils n'en veulent plus. Barclay, fin de contrat. Ramsey, il lui reste un an, mais ils n'en veulent plus. C'est pas qu'ils n'en veulent plus, mais lui veut prolonger. Nice le prolongera pas de 1 ou 2 saisons. Après, il y a des poulains de Favre dans le... Absolument, non, mais bon, c'est eux qui ont validé. C'est tout. Et Kasper Schmeichel, il était d'accord pour 2, finalement, il a eu 3 ans et ils n'en veulent plus. Donc ils sont, en gros, ils ont fait des erreurs, ils ne les reconnaissent pas, et aujourd'hui, ils veulent réduire la voilure sur ces choses-là, quoi, sur le montant des transferts et sur les salaires. On va pas anticiper notre débat de tout à l'heure parce qu'on a un pour-contre à ce sujet-là, mais c'est vrai que aujourd'hui, on peut se demander, Philippe, toi qui n'as toujours rien compris au projet Ineos, est-ce que tu as aujourd'hui compris? Non. Toujours pas. Bon, non, le projet, moi, quand on change de projet sans arrêt, déjà, c'est plus un projet. Et puis, j'ai du mal à suivre. T'as du mal à suivre. Non, mais après, ça ne veut pas dire que Nice ne sera pas... Eric peut en témoigner. Je pense que Nice aura toujours, par exemple, davantage de moyens qu'un club comme Brest. Ah, ça c'est sûr. Sur le mercato, Nice va se montrer plus agressif qu'un club comme Brest. Tu joues pas dans la même catégorie aujourd'hui. Non, mais voilà. Tu vas pas te bagarrer pour les mêmes joueurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la catastrophe. Aujourd'hui, il y a des profils sur lesquels Nice va encore se montrer agressif et va se taper la bourre avec Rennes, avec Lyon. Sauf que voilà, il y aura une enveloppe qui sera un peu plus réduite. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que Nice envoie des 15, 20 ou 30 millions sur un joueur. Et puis, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, du coup, on ne peut pas regretter quand même une époque où on jouait le maintien, une époque où on avait des Chinois qui ne voulaient pas acheter... les Chinois, ils t'ont mis Balotelli et... Non, mais t'as fait une super saison et t'as fait le 3e de Ligue 1. Balotelli, c'est une bonne idée. Si t'arrives à le convaincre, t'as aussi de la... Nice pourra aussi relancer... Il y a des garçons qui sont un peu en difficulté sur le marché européen. Nice pourra aller toucher un Balotelli, par exemple. Après niveau salarial. Après, les Chinois, les trucs comme on parle, c'est déjà une première étape. C'est-à-dire que ces gens-là ont quand même permis d'avoir des joueurs comme Dante qui gagnaient beaucoup plus d'argent qu'à l'époque. Et même des Belhanda qui sont venus à un moment donné, Ben Arfa. Donc, à un moment donné, il y a eu déjà une première étape. Après, Ineos t'a donné la possibilité de pouvoir en monter encore d'un cran. La vraie histoire de Nice, je peux le raconter, c'est quand moi j'étais entraîneur et que j'ai fait l'opération de sauvetage. À cette époque-là, les joueurs, le maximum de salaire c'était entre 60 et 70 000 euros. Il y en avait beaucoup plus qui étaient à 30 et à 40. Et les plus gros transferts que moi j'ai fait à cette époque-là, c'était 1 million d'euros et quelques avec Sivelli, quoi. Voilà, donc on ne dépassait pas à 1,5 million, quoi. Donc, tu as eu 4 millions Moulungi à l'époque. Oui, non, mais c'est avant moi. C'est avant toi. C'est avant moi. Moi, Moussilou. Moi, je parle de l'époque que j'ai connue. Ça a duré pendant 3 saisons. Et quand j'ai fait l'opération sauvetage, on m'a dit il y a 20 millions de pertes, il faut vendre Loïc Rémy. Et on a vendu Loïc Rémy à PAM et après, on a vendu 23 millions les deux. Et avec les 3 millions donc, de gras qu'on avait par rapport aux dettes qu'on avait, on m'a demandé de faire le recrutement. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pris Sivelli, C'était le fameux déficit structurel. Pecinovic, Sivelli, tous ces gars-là qui sont venus à ce moment-là, quoi. Je veux dire, donc voilà, Nice est parti de très bas. Et on va dire aujourd'hui, moi à Brest, je retrouve ce que j'ai connu à Nice à l'époque. Aujourd'hui, les transferts, à Brest, c'est l'époque où j'étais à Nice. Eric, il n'a pas Kefren Turan ou Jean-Claire Todibo dans son effectif. Ou ce que tu pouvais faire à un moment donné à Lens aussi quand tu étais... oui, mais alors là, on était en 2e division. Oui, donc, si tu veux, c'était effectivement... alors, c'était le club, on va dire, le plus riche de la 2e division, parce que le stade, parce que tout ça. Mais il est évident que quand je suis arrivé même à Lens, on était relégable, il ne faut pas l'oublier non plus, en 2e division. Mais c'est pas parce que tu vas pas arroser le marché des transferts que tu peux pas avoir de bonnes idées. On est bien d'accord. D'ailleurs, la saison avec Favre, quand tu prends Dante, Balotelli, Belhanda,
ils arrivent tous les trois Mais oui, libres. mais je et suis tu d'accord finis avec toi. troisième. Mais pense le fait que que tu aies Nice- l'étiquette Ineos aujourd'hui Ouais, accolée à ton dos mais c'est fait ce qui- que tu vas surpayer tout le temps, Mais même ce qui- les joueurs c'est ce qui- moyens. C'est ce qui a conduit pour moi à la catastrophe de ce club depuis 4 ans, c'est-à-dire que tu arrives sur le marché, tu te fais fracasser dans les négos, tu surpayes tout le monde, et des joueurs qui viennent pour pas forcément les bonnes raisons. Aujourd'hui, quand tu viens à Nice, Quand c'est tu as le plus payé bel 30 endroit. millions Terem Mais Mofi, je suis Youssouf, désolé. Youssouf, pour moi, Youssouf c'est un bon joueur. et Mofi, c'est bien pour Nice. Oui, mais 30 millions Et après ça, malheureusement, t'as surpayé. Mais là, Voilà. t'en as un. T'as un buteur qui va te marquer 15-20 buts. Et Mofi, il est là Je pense pour les que bonnes Nice sera raisons. toujours là, même maintenant, en réduisant la voilure sur des transferts entre 10 et 15 Oui, c'est ça, millions. exactement. Ils vont toujours se positionner. Et à ce prix-là, tu peux trouver quand même des bons joueurs. Avant de passer au Absolument. pour-contre, un petit indiscret, mon cher Philippe, ça concerne Non, parce qu'on a l'encadrement de l'OGC Nice. On a beaucoup entendu ces derniers temps que Jean-Pierre River allait quitter le club. Beaucoup. Moi, je suis pas sur les réseaux, donc. Mais ça a été dit, effectivement. J'ai pas de problème à ce niveau. Je déteste ça. Mais ça m'est revenu aux oreilles. Donc voilà. Et c'est donc Jean-Pierre River n'a pas l'intention de quitter le club, mais peut-être que ça lui a effleuré l'esprit. Mais bon. Quelle raison? Parce que je pense que il assume des choses qu'il décide plus ou Il doit être là sans être Il là. doit assumer des choses qu'il ne décide plus réellement. voilà. Donc je pense que c'est En fait, le vrai problème du projet, parce que vous parlez du projet Ineos, quand tu veux identifier un projet, il faut que tu identifies les hommes en fait, qui sont à la tête du projet. Et aujourd'hui, qui est à la tête du projet d'Ineos? Est-ce que c'est Dave Brelford? Est-ce que c'est M. Blanc? Est-ce que c'est M. River? Est-ce que c'est Jim Florent Ratcliffe? Ghisolfi? Est-ce que c'est Si je peux me permettre, je pense DG, qu'aujourd'hui, le DG, c'est une comment très il bonne. s'appelle C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de patrons, mais qu'en fait, en réalité, qui prend les réelles décisions, quoi. Donc, Ce qu'on Dominique Baratelli, qui était à ta place et que tu adores, on le sait aussi, a dit exactement la même chose. ah bah voilà. Ne vous tirez belle pas, intervention. ne vous tirez pas la bourre pour Doumé. Parce qu'on a deux fans de Dominique Baratelli sur le plateau. Non, mais voilà, ce qu'on peut aujourd'hui. dire par contre aujourd'hui, c'est que Florent Ghisolfi a pris la main Sur le sportif. sur le sportif. oui. J'ose l'espérer, en fait, parce que si tu fais Épaulé venir un par directeur Fabrice Beau. sportif que tu vas chercher, qui a fait une réussite à Lens et que tu vas chercher, si c'est pas pour lui donner la main, ça sert à rien que tu prennes un directeur sportif. Voilà. Et Dave Bracewell dans Tous Fab, parce que lui aussi, on l'annonce. Mais la volonté de. Alors, on peut pas les tourner comme ça, mais de beaucoup de gens en interne, c'est qu'il, tranquillement, il aille un petit peu voir ce qui se passe dans le vélo. Qui retourne dans le vélo. Bah, après, Mais c'est pas fait. ce n'est pas fait. Parce Mais qu'en c'est un fait, peu l'homme du président. Hein. c'est absolument. Non, mais qu'il Et soit puis là, surtout faut quand toujours tu mets le doigt. L'homme de. Quand de tu mets Gilles, le hein. doigt dans le foot, c'est trop bon le foot. Avec les chiffres qui circulent. Non mais au-delà de la, c'est Non, mais- une notoriété et puis ça lui plaît. Dave Versport il s'est pris aies- au jeu. Que tu aies j'allais dire, une figure qui est là pour représenter l'actionnaire, enfin le propriétaire, qui va jamais être là et tout ça, qu'il soit au club, mais ça va pas être lui en fin de truc, il doit Stop. prendre les décisions sportives. Mm. Voilà, le truc c'est ça. Qu'il soit là pour acter financièrement, pour dire, voilà, pour essayer d'avoir une vision de ce qui se passe, pour pouvoir après en référer au patron. Mais pour moi, aujourd'hui, on a pris un DG, un directeur sportif, c'est pour leur donner la main au niveau sportif. Après, autrement, à quoi sert le titre de directeur sportif, quoi? Tout à fait. Allez, on passe au pour-contre. Non, mais moi j'aimerais aussi savoir ce que Jean-Claude Blanc il est arrivé. Il n'a jamais été présenté. Puis on ne sait pas vraiment quel est son Est-ce que c'est un rôle qui va au-delà du foot, dans la galaxie sûrement, Ineos, Parce certainement? que là, franchement, on n'a pas mais l'impression qu'il est très proche du gym, quoi. Est-ce qu'il travaille sur les Il est autres venu voir sports 2-3 matchs, quoi. Pas plus, ouais, a priori. Ah bon Tout le monde en dit beaucoup. D'accord. Oui, Tout quand le même. monde en dit beaucoup Il de est à bien. Monaco, contre Oui, Bâle. oui, mais on n'en dit pas du mal. On veut juste. voilà, c'est ça. savoir ce qu'il Mais ce qu'il compte apparemment, faire. il est quoi. quand même, alors c'est pas- ouais, un peu, il est assez utile en ce moment dans les négos, toujours de bons conseils. C'est quelqu'un de très bienveillant. Donc Bon. après, Bon. comme on a toujours dit, s'il a quitté le PSG pour venir à Nice, c'est pas pour s'occuper des affaires courantes à l'OGC Nice. Hein. C'est pour la mer, non? Il y a- C'est pas pour la mer? Bah, Méditerranée. après, on est toujours mieux à son âge, je pense, sur la Côte d'Azur que
Quoi non, mais... Bah, à notre âge aussi, on est Non, toujours mais sur c'est la Côte normal. d'Azur. Après, moi, Eric, je trouve pas ça... Moi j'ai la mer. Je trouve pas ça scandaleux que dans l'esprit de Jean-Claude Blanc, à bientôt 60 ans, il ait la volonté de se rapprocher de la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur. Voilà, en plus. Voilà. Bon. Allez, on passe au pour-compte. Fort de tous ces éléments-là. Il n'est pas content, Philippe, de ce pour-compte, mais vous allez voir pourquoi. On a titré le projet Ineos est-il une arnaque? Pourquoi une arnaque? Ça tenait à cœur, ça. Oui, pourquoi une arnaque? Parce qu'on a promis à Lucien Favre des choses qui n'ont pas été tenues. On a promis à Christophe Galtier un mercato peut-être d'hiver, et on a eu Bilal Brahimi au final. On a promis peut-être aussi à Florent Ghisolfi de quitter Lens et avoir des moyens solides pour attirer des joueurs et faire des montants de transfert assez exceptionnels pour au final lui dire bah non, tu vas faire ce que tu faisais à Lens, à Nice. Donc, d'où la question. Mais tu l'as réglé, hein. Non, j'ai pas... Ah. Si, tu as Alors vas-y, attaque Philippe, c'est non, pour mais toi. j'attaque, je sais même pas si je suis pour ou contre. Est-ce que le projet Ineos, c'est une arnaque? C'est une arnaque dans le sens où on sait pas ce que c'est déjà, et ils changent sans arrêt et tout ça. Après, moi j'oublie pas que Ineos est venu, qu'ils ont mis des moyens, que... voilà, que... Où serait le club s'il n'était pas venu? C'est eux qui sont là, qui payent. C'est comme dans une boîte, c'est bien d'avoir un actionnaire. Hein, on connaît tous ça. Hein. Donc, après, qu'il travaille bien et travaille mal, ça c'est autre chose. J'imagine s'il rachète Nice Matin. Moi, je pense qu'il travaille pas si bien que ça. C'est là où c'est une arnaque. Ouais. Vincent, est-ce que Ineos... où je rejoins Philippe, c'est voilà, faut juste regarder un petit peu où est par exemple la AS Nancy-Lorraine aujourd'hui en CFA avec notre ami Gauthier Gannet. Et nos anciens actionnaires qui ont quand même plombé un des clubs historiques de Ligue 1 en faisant n'importe quoi. Donc, après, dire qu'Ineos, depuis 4 ans, fait bien les choses, c'est faux. Eux aussi font quand même des choses un petit peu n'importe comment. Ils ont certainement beaucoup trop dépensé, changé une première fois de braquet en prenant Christophe Galtier, après en racontant une histoire qui est absolument pas vraie, à Lucien Favre, qui s'est fait complètement tromper sur la marchandise. Pour tout vous dire, il m'a appelé il y a 2 jours, Lucien Favre, pour avoir une discussion totalement off, en me disant, voilà, c'est bien toi qui voulais avoir. Ouais. J'ai pas envie de... Forcément, mon rôle, c'est de le faire parler, et qu'il dise clairement qu'en gros, il s'est fait piéger. Non, mais qu'il dise sa vérité. Moi, je lui ai dit à Lucien, vous savez, je vous appelle de manière tout à fait courtoise, pour que vous nous donniez votre vérité. Lucien, il a pris sa retraite à Nice. Voilà. Grâce à Nice, donc aussi. Grâce à Ineos. Mais donc il avait la volonté de ne pas de pas tailler, voilà, de vouloir rester positif. Mais c'est du Lucien. Aujourd'hui, il faut faire confiance à l'équipe dirigeante en place. Enfin, voilà, Florent Ghisolfi et Fabrice Bocquet, avec Jean-Pierre Ribert dans le rôle dans lequel il est le meilleur, c'est-à-dire un petit peu un président tout feu tout flamme qui va avoir de représentation absolument auprès de la Ligue, d'avoir parfois des idées. Des fulgurances. On se rappelle Balotelli, ça vient un peu de lui. L'an dernier, il avait voulu faire Edison Cavani, c'était peut-être une idée un petit peu, mais c'était une idée à la Jean-Pierre Ribert. Ça l'avait rendu fou. Hein. Il nous avait appelé après, en nous disant qu'on était des fous furieux d'avoir sorti ça. On lui avait cassé son jouet. Ouais, c'est de la faute de ce matin si Cavani Jean-Pierre Ribert, c'est quelqu'un qui est un intuitif, qui aura toujours des bonnes idées. Il en a parfois des très mauvaises. C'est lui qui a été chercher Ineos. Voilà, comme tout le monde. Il est allé chercher aussi les autres d'avant. Eric, on a vendu du rêve un petit peu avec ce projet Ineos aux supporters, aux entraîneurs, aux directeurs sportifs, peut-être, aux journalistes également que nous sommes. On a vendu du rêve pour nous dire aujourd'hui, on réduit la voilure. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas ce que ça veut dire la voilure réellement. Et t'as expliqué, Vincent, c'est plus de gros transferts, c'est 10-15 et pas 30. Mais moi, je suis plutôt pour moi, ne plus payer. C'est pas donner 500 000 euros de salaire. Je pense qu'ils veulent, j'allais dire peut-être effectivement, sur les erreurs du passé et récentes, on va dire, reconstruire quelque chose de peut-être un peu plus réfléchi, un peu plus ciblé aussi par rapport à qui prendra les décisions et tout ça. Donc, si réduire la valeur, c'est d'être moins décidé aussi, c'est bien. Parce que dans ce club, j'ai l'impression que, je l'ai dit, c'est toujours un peu compliqué de comprendre qui décide réellement et tout ça. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet parce qu'aujourd'hui, quand ils devront faire l'effort sur un joueur, ils seront là quand même derrière pour le faire. Donc, je ne suis pas tellement sûr qu'ils réduisent vraiment la valeur au niveau financier. Ça sera plus, à mon avis, dans l'esprit, dans l'image qu'ils veulent donner aussi, quoi. Donc ça, je pense que c'est pas plus mal. S'inspirer de ce que Ghisolfi a fait à Lens,
pourquoi pas. Après, il faut toujours aussi, quand on met les pieds quelque part, de bien comprendre l'environnement. On gère pas Lens comme on gère Nice. C'est différent. C'est pas la même. C'est pas les mêmes valeurs. C'est pas les mêmes clubs. C'est pas la même histoire. Donc aussi, il faut s'adapter. Donc de dire à Nice, par exemple, il faut plus personne parle et que voilà, on est dans le sud. C'est différent aussi. Il faut s'adapter aussi par rapport à ça. C'est une anecdote. Ouais, mais le public niçois est quand même très dur. Voilà. On se rappelle la saison de Galtier. Et le public niçois est beaucoup plus dur que le public lensois aussi. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut. Parce que là, ils veulent repartir un peu exigeant, peut-être pas dur, mais exigeant. exigeant. Très déroutant. Et un peu versatile aussi. Là aujourd'hui, mais c'est même pas ça. C'est qu'il a la volonté de redonner une identité, un petit peu une consonance sud-américaine, des joueurs qui aillent de l'avant, de la mentalité. Ouais. La première partie de saison de Christophe Galtier, franchement, c'était quand même sympa. Des matchs renversants, ça perdait 2-0, ça gagnait 3-2. T'allais dans Nice, franchement, on se fait vraiment chier au stade, il n'y a pas de jeu. Quand il y a du jeu, après, de toute façon, cette équipe, elle n'a pas de moelle, elle va pas de l'avant. On est des Niçois. Non, mais ça n'ira jamais en fait. On est des Niçois et on sait très bien qu'à Nice, tout le monde parle de foot et qu'il y en a les trois quarts, ils vont jamais au stade. Ça aussi. Mais c'est pour ça que le projet, quand j'entends, il faut redonner une identité. L'identité niçoise, ça serait des équipes, des joueurs qui mettent des emplâtres dans tous les sens, des bons joueurs, que des Roger Jouve, que malheureusement j'ai pas connu, mais apparemment des mecs qui savaient tout faire. Roger Jouve, c'est un super technicien. C'est ça, c'est ce que je dis. Et des Guillaume. Et voilà. Des Hugues. Mais quand je dis des joueurs qui j'allais dire, des dans les années joueurs 70, qui mettent des emplâtres qui jouaient au foot. Et qui jouaient au foot, c'est ça. Mais oui, c'est ça dirait avoir les deux, quoi. Voilà. Non, mais ils veulent avoir effectivement une équipe de caractère et avec des très bons joueurs de ballon. De toute façon, c'est parce qu'ils ont connu effectivement les Amalfi, on en passe et des meilleurs. Il y en a plus beaucoup qui l'ont connu là. Mais ça existe encore, ça, ces joueurs-là, Eric, toi qui bien sûr que ça existe. Bernardo Silva, mais bien sûr que ça existe. Des mecs qui vont au charbon et qui sont très techniques. 100 millions. Non, mais oui. Enfin, c'est pas une question d'aller au charbon, mais dans une équipe, tu as besoin de complémentarité. Tu as besoin d'avoir effectivement peut-être 2-3 artistes et puis après avoir des joueurs autour qui travaillent. C'est le problème de Paris qui a un petit peu du mal à construire une équipe, alors qu'ils construisent, ils prennent des stars, mais ils n'arrivent pas à construire des équipes. La problématique en fait d'un club, c'est effectivement d'avoir un collectif. Et le foot, ça reste un sport collectif. Et s'inspirer du Monaco 2016-2017 qui a été champion, parce que tu me cites Bernardo Silva, avec des techniciens, des joueurs un petit peu à relancer et tout ça, et des joueurs à découvrir. Monaco, Nice. Rappelez-vous l'équipe qui finit 3e avec Favre. Ouais, mais elle est où cette équipe aujourd'hui ? Oui, mais elle est où cette équipe aujourd'hui ? Il y avait surtout des joueurs de club. Non, mais ce que je veux dire, c'est regarde la réussite de Lens. Ils sont plus haut niveau. Jonathan Grady, ça fait rêver personne, mais c'est un joueur hyper fiable. Sotoka, pareil, il était à Béziers il y a 6 ans. Enfin, Sotoka, la deuxième partie de saison, il n'est pas. C'est un joueur hyper performant. Au milieu, Abdoul Samen, c'est quand même pas un grand génie. Machado à gauche, Frankowski, personne. Danso, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Non, mais voilà, c'est ça aussi une équipe. Ils ont un gardien qui est certainement le meilleur gardien de Ligue 1 aussi, ça aide. Donc on est d'accord, on va faire du Lens à Nice. Mais comme je leur souhaite. Si tu as une réussite, c'est quoi la réussite ? Très bien. Attention, ils ont peut-être surperformé aussi cette année. Bien sûr, mais après ça va. Si tu fais une fois avec des champions de Nice, l'a fait combien de fois depuis ? Voilà. Certainement, mais le problème pour Lens aujourd'hui, ça va être le problème de croissance. Bien sûr, mais c'est logique. Donc on verra s'ils sont capables de passer ce palier, parce qu'on est toujours dans les clubs, quand ils veulent grandir, tu dois passer des paliers. Et après, à un moment donné, tu arrives ou tu arrives pas. Et puis surtout, Danso, Sofana et tous les autres, ils vont aller voir le président, ils vont lui dire bon, président, faut passer la montée. C'est x2. Ouais. Non, mais il y en a surtout qui vont peut-être partir aussi. Donc, je sens que tu vas me poser une question. Tu vas me balancer une saucisse. Non, pas pour toi la saucisse merguez, pas pour l'instant. En tous les cas, on va passer à notre thème. C'est cette deuxième partie de saison, quand même, messieurs, assez plombée par les blessures. Je finis juste sur le dossier de Mercato. Non, mais Mercato, on en reparle après. On en reparle après. Les blessures, on s'en fout. Rappelle-toi les réussites de Nice. Jean-Michel Serry. Ricardo, Dalbert, Alassane Plea, des joueurs que tu récupères. Oui, mais ça marche plus, ça. Ça marche plus. Parce qu'on a essayé de faire la même chose avec Bilal Brahimi et ça n'a pas marché. Donc, il faut arrêter avec ça. Après, 8 millions d'euros. 7 millions, 8 millions. Rien à voir, 8 millions d'euros. Oui, mais un joueur un peu comme ça à lancer. Par exemple, en janvier dernier, il fallait être mieux, ou avant, il fallait faire Barcola, qui jouait pas à Lyon. Là, mais on préfère faire 20 millions qu'à se faire Dalbert. Barcola ne te donne pas un problème
des clubs comme Nice aujourd'hui, tu vas avoir C'est la ça, garantie. problème. Tu vas avoir Mais la il faut avoir garantie. du courage. Allez, on avance sur cette deuxième partie de saison Ça un peu s'appelle plombée le- par les blessures. On va pas tous les récapituler, mais il y a eu Diop, il y a eu Pépé, il y a eu de bons joueurs comme ça, il y a eu Youssef Attal, évidemment. Les gars, on est passé à un autre thème, on pourra après... Oui, bien Non, sûr, je m'en ils fous. sont dissipés. Mais oui, mais les blessures, tu t'en fous, sauf qu'Eric, il a dit quelque chose d'important à un moment Il y a donné, déjà c'est Will que qui a été tu as- expulsé. tu as attaqué la phase la plus importante de la saison avec des joueurs importants qui n'étaient pas là. Et on pense donc à Nicolas Pépé, on pense à Sofiane Diop, on pense à un moment donné aussi à Youssef Attal. Il y en a eu des comme ça. Donc on a un petit tableau, tiens, pour vous dire tout ça. Nice, le nombre de forfaits liés à des blessures cette saison. Nice est le club numéro 1 de Ligue 1, 52 forfaits liés à des blessures cette saison. Paris deuxième avec 50 blessures, 50 forfaits et Brest 48. On tire ça de notre ami internet Laurent MPG qui suit absolument. Et toi, du côté de Brest, 37 joueurs, Ouais, mais ils se 37 dopent. forfaits liés à des blessures dans ta saison. Non, mais ils sont dopés à Brest. Non mais ce qui est dans la moyenne à peu près des Avec les Et réseaux combien à des Nice clubs. Combien à Nice 52. 37. Alors, le problème dans les clubs, effectivement, on n'en a pas eu énormément, mais quand je suis arrivé, l'équipe était. Et puis d'un coup, j'ai eu 10 blessés en même temps. Et si tu regardes bien, cette période-là, elle vient avec les 3 défaites d'affilée qu'on a eues. C'est qu'à un moment donné, quand il y a des joueurs importants Ça qui ne compte. sont pas là, bah, forcément, tu as moins de. Moi, à un moment donné, je me suis retrouvé sans Mounier, sans Honora et sans Lodouaron pendant Tes 3 meilleurs 3 matchs. Et ben, on a perdu les 3. C'est pas dit Grougy. Donc, non, j'ai la légende. On l'appelle la légende, ça l'embête Il beaucoup. n'y a qu'une parce que seule c'est un- légende, elle est sur ce plateau. C'est un garçon qui est très humble et tout ça. Donc, Bruno, qui est une légende de Brest. Et c'est effectivement, de temps en temps, il Tu es Lily Grougy. il joue à l'entraînement, mais il peut plus Bruno, jouer. Bruno Grougy, pourquoi Mais Bruno Grougy. il se tourne dans tous les prénoms. Catastrophique aujourd'hui. Il a du mal à tenir son plateau déjà. Il a du mal à Là, tenir vous son êtes plateau. dissipé, vous êtes trop dissipé. Il a du mal à aujourd'hui. tenir son plateau, il a du mal à tenir ses joueurs. Donne la parole à Roger. Donc voilà, non, les blessures c'est important, mais je pensais qu'à Nice, justement, on avait une cellule de performance. Ah bah qui tiens, était- on va t'en parler. Donc Justement. voilà, l'ironie. parce que Oh, l'ironie. non, Eh ben, mais justement, oh, le là, il a un tac. style de Mais non. performance, t'as il y a raison. une cellule de performance qui est là normalement pour gérer ça fait effectivement sourire dans sa beaucoup de gens. globalité, non mais la réalité dans sa globalité, qui a fait ses preuves à Lens et qui aujourd'hui est à Nice. Donc à un moment donné, Après, Bah alors, malheureusement, Lens, ce qu'on peut regarde, dire, Lens, c'est Mika, le meilleur club de Ligue 1 cette saison. à la où il y a le moins de décharge, forfaits. à la 22 décharge joueurs. justement de la cible de performance, déjà malheureusement quand tu as Youssef Attal, bah, t'as un quelle que soit la blessé. cellule de performance, Malheureusement, c'est dur. Tu as été l'équipe qui a joué le plus de matchs lors de la deuxième partie de saison avec l'enchaînement championnat Coupe d'Europe. Et après, tu as eu beaucoup de blessures. Parfois, dans une saison, tu as un peu de guine, beaucoup de blessures mécaniques. En fait, Diop, c'est le genou qui vrille. Pépé, c'est une tendinite au genou. Après, c'était beaucoup d'entorse de la cheville. En effet, lors des séances d'entraînement, et Didier Gard nous l'avait dit en conf, il avait envie que les joueurs Se mettent. envoient. Mm. Bah, ils se sont apparemment bien envoyés parce qu'il y a eu quand même pas mal de blessés. Enfin bon, si tu vois que ça tourne comme ça, Eric, tu vas pas dire à un moment donné, ok, les gars, là on est Ouais, dans mais après, une je pense semaine que c'est importante, un raccourci, un moment hein. important, ok, on envoie, mais on va aussi pas se blesser Youssouf, tous, c'était quoi. le genou aussi en Non, tort. le problème c'est que quand tu es entraîneur, tu as toujours cette dualité de dire on joue comme on s'entraîne. Donc forcément, si tu veux avoir beaucoup d'intensité pendant les matchs, il faut les mettre à l'entraînement également. Mm. Ouais, ouais. Si tu mets de l'intensité à l'entraînement, il est évident que tu peux avoir de la casse. Et donc, c'est la problématique des gros clubs. Si tu as beaucoup de joueurs, bah, tu peux avoir un peu de casse. Si tu as des clubs intermédiaires ou des petits clubs comme nous, dès qu'on a de la casse, on le paye cher après le week-end. Ouais, et puis surtout Donc, quand c'est tu pour fais ça une opposition, à mon avis, en fin de semaine, que le mec il est énervé et qu'il n'a pas joué depuis 2 mois. C'est pour ça qu'il faut effectivement à un moment donné être capable de pouvoir adapter. Maintenant, je ne sais pas ce qu'a fait Nice, je ne peux pas te dire. En tous les cas, il va y avoir du Je sais, d'ailleurs, je sais ce que fait Lens, mais en même temps, il y a quand même une chose cette année, c'est qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc ça a permis à beaucoup de clubs quand même à un moment donné de refaire une prépa. hein. de récupérer, de refaire une prépa. Je pense que Nice, je pense que Lens, c'est pas des clubs qui ont été torpillés par des joueurs qui sont partis à la Coupe du Monde. Donc J'ai jamais il le dit- regardé autant le il stade le dit- brestois il le que dit depuis pour qu'il y a rigoler, Eric. il dit pour rigoler, et c'est vrai qu'il a raison. J'ai tellement de copains niçois qui me disent si un jour on nous avait dit qu'on serait supporter du stade brestois et qu'on regarde tous Mais les oui, matchs, je voilà. Donc regardais. non, je sais Avant qu'on a- l'émission, il nous parlait on de a été, Bizot. on a été Je très, savais pas que Philou était intéressé par le coach. on a été gardien. très supporté, on a été très supporté ici dans la région. Le donc, Doiron, moi je crois que c'était un comique avec un nom pareil. Le Doiron.
Non, C'est un bon joueur. Il a C'est marqué un bon 10 buts. joueur. Il a marqué 10 buts. C'est un peu le Laborde de Brest. Voilà, Un petit peu, c'est ça. vrai. C'est Mais il gagne 10 fois profil. Oui. La Borde, Attention, Ça, parce que c'est tu vas donner des idées à Florent Xolfi, ça va pas plaire à Eric. Si on lui enlève l'un de ses meilleurs joueurs la saison Non, à prochaine. Brest, Ah, le Doiron, bon joueur quand même. le Smelou. Hein. Les Smelou, Ah, Laura. Smelou, il a fait l'inverse. Les deux anciens niçois quand même. Hein. Honora. On va en C'est parler Honora, tout à l'heure avec ouais, toi, ouais. évidemment, de cette saison à Brest un petit peu. On va passer aux Abjim, ça va vous permettre de respirer un petit peu, de boire un coup. Surtout toi. Les gars, on en a appelé. Allez, c'est les Abjim. Les coulisses de l'OGC Nice Est-ce qu'on par va les revoir- caméras de GC Nice TV. Tais-toi, à tout à l'heure. Est-ce qu'on va revoir l'émission On reçoit 900 enfants aujourd'hui qui s'essayent à une vingtaine d'activités sportives et voilà, visiter le magnifique stade et le musée du sport. Voir tous ces sourires sur le visage des enfants, voilà, ça n'a pas de prix et c'est que du bonheur. Je pense qu'il a été sincère, quoi. Il a donné son ressenti. J'admire ces gamins. On avait une vraie demande de la part des usagers d'assister à des rencontres et de rencontrer des joueurs. Un moment d'échange avec des personnes en difficulté, donc ça a été très cool. Ils ont posé plein de questions et c'était intéressant. On aime apporter un peu de joie à certaines personnes et si on peut le faire le plus souvent possible, tant mieux et on aime ça nous aussi. C'est vrai que les enfants sont très patriotiques depuis l'attentat et venir voir leurs joueurs, leur équipe qu'ils soutiennent, qu'ils ne peuvent malheureusement pas aller soutenir au stade encore aujourd'hui parce qu'ils ont cette phobie, cette agoraphobie et ces troubles d'angoisse qui sont provoqués par les bruits, le monde, et bien là de venir les voir spécifiquement et j'ai envie de dire de manière presque inédite pour eux dans ce stade pendant l'entraînement, là voilà, on n'a que des sourires. Accompagné par Virginie Rossetti, Regardez qui est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. 198 matchs en rouge et noir pour notre grand Walter Benitez, que personne ici n'a oublié. Il est venu encourager ses anciens coéquipiers. Je veux le meilleur pour le club, pour l'équipe. J'espère qu'ils vont gagner. Une ovation, mesdames, messieurs, pour Hugo Lloris. J'espère que ça a plu à tout le monde. Moi, ça m'a plu. J'espère qu'on va revenir et vous aussi. Voilà donc pour ce dernier Zap Gym de la saison. On remercie toutes les équipes de l'OGC Nice, Jean-Marc Ponte en particulier, de nous avoir fait vivre comme ça ces coulisses, hein, Philippe. Très important, Jean-Marc Ponte. On l'embrasse. On passe au top flop de la saison, messieurs. On va faire un petit peu un tour de table. Vincent, on va commencer par toi. Tes tops de la saison en tant que joueur, hein, évidemment. Dante, pour toi. 68 ans, exceptionnel. Non, mais que dire, franchement, Alors, 39 ans, pour le coup. le dernier match qu'il fait contre Lyon, il a encore été énorme. Il finit la deuxième mi-temps avec un petit pont sur le petit Le Penant. Physiquement, il a encore été exceptionnel. C'est peut-être sa meilleure saison niçoise, c'est dire. Respect. Il joue tous les matchs surtout. Il joue tous les matchs. Il a raté que 2 matchs sur toute la saison. T'imagines 2 matchs. C'est le foot volley qui conserve. Ouais, Il paraît. Non, mais voilà. Bref. Après, il y en a d'autres, on pourrait en citer d'autres, mais moi j'ai envie de. Voilà, Dante parler de pour Dante. toi. Philippe, ton top de la saison. J'aurais pu dire Dante. Excuse.
mon top, si c'est pas Dante, Todibo qui a raté juste sa fin de saison, enfin qui a raté, Après l'équipe de France, quoi. Après l'équipe de France qui a baissé de pied. J'aurais pu dire Boudaoui. D'accord. Je vais rester sur Todibo. J'ai un petit faible pour Todibo et Thuram, on le sait. Todibo et Thuram. Eric, moi, j'ai pas vu tous les matchs, ouais, donc c'est difficile. Mais bon, moi, je vais parler de Laborde parce que je trouve que c'est un joueur. Donc je te le laisse. Non, parce que je trouve que c'est un joueur qui est généreux, qui travaille pour le collectif et qui te marque des buts. Donc, et tu as bien fait de l'avoir comparé un peu à le Douaron parce que c'est ce genre de joueur. C'est ce genre de joueur que quand tu es entraîneur. Tu fais ce métier pour entraîner des mecs comme ça, qui donnent 100%, qui réussissent pas tout. Alors, encore moins peut-être le Douaron que Laborde, parce que bon, pas non plus le même niveau de joueur, hein, je veux dire. Mais en tous les cas, qui donnent tout, et puis après, qui sont récompensés parce que justement, ils ont cette générosité, ils ont cette envie, ils ont ce truc que même quand tu es spectateur, tu es content d'avoir des joueurs comme ça, quand ils sont sur le terrain, qui défendent tes couleurs. Donc voilà, je pense qu'il a des bonnes stats, non? Il a marqué combien de buts cette année? 15 buts. Plus 15 buts, quand tu marques 15 buts, quand même. D'une générosité. Voilà, donc. Un exemple. Ce qui est bien, c'est que Todibo, Dante et Laborde, ils sont tous passés sur le plateau de Gym Tonic. Donc, comme quoi, si tu passes sur le plateau, derrière, tu fais une bonne saison. Moi, je suis passé sur le plateau et j'ai trouvé un club derrière. Et tu as trouvé un club derrière. Mais c'est grâce à nous. C'est grâce à nous que. Je vous dois tous pour ça que je suis là. Et les supporters de Brest peuvent remercier Gym Tonic. C'est l'émission aujourd'hui, clairement, au niveau du PAF. Qui compte. C'est dommage, l'animateur est. Il se trompe dans les prénoms, il est fatigué. C'est sa dernière. Il est fatigué, il va être remplacé aussi. Baratelli est venu, il est en contact avec 2 clubs anglais. Doumé, entraîneur des gardiens. Et l'Arabie Saoudite, parce que maintenant il faut compter avec Coventry. Ils t'ont pas appelé, toi, les Saoudiens, pour venir entraîner? Pas encore. Et toi, ils t'ont pas essayé de débaucher là? Tu ferais pas une émission, toi? Bizarrement. Tirer, toi? Pour 200 millions, oui. C'est la grande mode. Tirer, toi? Je vais partout pour 200 millions. Même pour moi. Hein. Ouais, voire pour moi. Les flops. Là, peut-être on va être un peu plus d'accord sur les flops. Vincent, ton flop de la saison? Le côté gauche niçois, quand même bancal, le pauvre Melvin Barr. Après, il donne quand même beaucoup. Il fait un bon match contre Lyon. Oui. Son ancien club. Il fait une deuxième mi-temps plus potable que la première. Ouais. Après, le flop, j'ai envie plus de dire la première partie de saison. Voilà, l'arnaque un petit peu à Lucien Favre, qui lui aussi n'était pas fait pour ce projet-là. Et le vrai flop, parce que cette saison-là, elle est devenue complètement bancale dès le mois d'août, en fait. Je me rappelle que dès la fin du mercato, on l'avait dit dès le début. Au-delà de l'avoir dit, on nous appelait clairement pour nous dire qu'en gros, le club allait dans le mur, quoi, et que c'était n'importe quoi. Et ce qui est plutôt rassurant, je trouve, c'est que quand tu fais autant n'importe quoi, c'est rare que ça se passe bien. Voilà. Ça aurait été miraculeux que l'OGC Nice finisse à une place européenne. En amont, c'est comme un chef qui fait une recette avec des ingrédients horribles. En général, tu te régales pas trop. Ouais, t'as pas d'étoile au Michelin. Philippe, ton flop de la saison? Moi, je vais parler flop au pluriel. Ouais. Alors, prenez sous ma dictée. Bernard Pivot. Donc, mais Pépé, moi, j'ai pas trop apprécié le passage de Pépé à Nice. Tu as raison. Flop. Moi, tous les Anglais là qui sont arrivés sous l'ère. Même Ramsey. Ouais, même Ramsey. Ok, donc Sorensen. Non, Barclay, mais Ramsey, c'est un super joueur, mais voilà. On a compris. Fait par les Anglais. Voilà, même moi, quand j'ai vu la première conférence de presse de Schmeichel à Nice, je me suis dit, voilà, c'est un monsieur, j'ai été super déçu. Il a fait des bons matchs à la fin. Ouais, et puis dans le vestiaire également, il voilà, donc moi je le mets dans les flops avec Ramsey, avec Barclay, avec Brian, avec certains membres d'Ineos, avec j'en mets plein dedans. Ouais, Schmeichel, pour la petite histoire, il a quand même quitté l'Alliance samedi soir. Bon, voilà, lui, on finit le bouquet final. Hein. Il n'a pas trouvé nécessaire d'avoir un petit mot. En principe, dernier match, tu te fais une petite bise, tu partages un coca ou une bière. Lui, il a fait... Allez, salut les gars. Tout ça. Et à jamais. Peut-être. En tout cas, moi, c'est ce qu'on... Voilà, il n'a pas fait que des mauvais matchs, loin de là. Il a fait des très bons matchs de hand. Mais voilà, moi, je mets Schmeichel aussi dans mon flop de la saison, parce qu'effectivement, on en attendait beaucoup de lui. Et effectivement, aussi d'un investissement dans le vestiaire, et ça n'a pas été le cas.
Eric. Bon, c'est pareil, moi c'est difficile de donner un flop, mais parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas vu beaucoup les matchs de Nice. Donc, nous, on s'est tapé tous les matchs de Brest, et toi, t'as pas regardé les matchs de Nice. Non, j'ai regardé alors, quand j'ai joué contre eux les 2-3 matchs à l'avant, des choses comme ça, mais c'est vrai que donc c'est difficile pour moi, mais c'est vrai que certainement le flop, c'est le mercato de l'été dernier, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Même s'il y a quand même eu... Oui, dedans, à l'intérieur, il y a eu des choses. Mais Sofiane Diop qui est à revoir, évidemment. Globalement, pour la globalité du mercato de l'été dernier, c'était globalement un flop. En plus, tu parles de Sofiane Diop, c'est le bon exemple. Est-ce que Sofiane Diop est un garçon qui vaut 22 millions d'euros ? Je sais pas, c'est pas moi qui fixe les prix, mais ça me paraît cher, effectivement. Mais tout à l'heure, tu as parlé du prix de... Quand tu arrives sur le marché, tu dis non, c'est pareil. Je trouve ça cher, mais c'est pas moi qui fixe les prix. Quand tu arrives sur le marché, tu dis oui, t'as Rose, Ineos, tout ça, tu arrives et tu fais Sofiane Diop à 22 millions d'euros, qui n'est absolument pas un mauvais joueur, loin de là. Non, et qu'on te demande à voir, évidemment, sur la longueur la saison prochaine. 22 millions, à 22 millions, en principe, il faut faire 10 buts et 10 passes D minimum. Non, mais à 22 millions, maintenant, en Angleterre, par exemple, tu as un joueur moyen. On n'est pas un club anglais. Oui, enfin bon. C'est n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. Les petites news mercato, mon cher Vincent, on va parler des news. Des départs. On a pas mal. On a déjà dit, donc Schmeichel, normalement, ça va partir. Normalement, il faut lui trouver un club. Il reste 2 ans, il est très bien sur la Côte d'Azur. Mais Boulka, il a jamais eu le temps aussi à aller. On compte plus sur lui. Et un peu rougeau, même, sur lui. Bah oui, forcément. Après, c'est lui, il faut qu'il mette de l'écran. Ah, mais il n'a pas la pommade. Philippe, il a la chance d'avoir la pommade, il est jamais rouge. Alors après le point dermato, Brahimi sur le départ aussi. Brahimi, ça doit partir. Viti, ça doit partir. Beka, ça devrait partir. Rosario, ça pourrait partir. Ilié, ça devrait partir. Delors, c'est parti. Delors, c'est déjà à Nantes. Dolberg, c'est invité évidemment Dolberg. à partir après une saison exceptionnelle à un but. À noter un but, Kasper Dolberg à Hoffenheim, un joueur qui a quand même coûté 20 millions d'euros, ça fait 4 ans qu'il est là. Qui est plus fort, Ledouaron ou Dolberg aujourd'hui? Il a plus de stats. Mais après, Dolberg est évidemment un meilleur joueur, mais Dolberg à Brest, en février, Dolberg à Brest. Non, mais c'est une plaisanterie. Non, mais même à Brest, je pense qu'Eric le prend pas, c'est dire... Donc ça va, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu que des mercatos du dernier été qui étaient loupés. Alexis Claude Maurice, lui, prêté à Lens. Ça, c'est pour les arrivées, des retours. Lui, en tout cas, dans l'esprit des dirigeants, il a une carte à jouer et lui ne serait pas contre essayer de s'imposer à Nice, sachant qu'en plus, il n'a pas beaucoup joué lors de la deuxième partie de saison. Mais il faudrait qu'il joue à Nice avec le maillot de Lens. Exactement. Il n'a pas beaucoup joué en deuxième partie de saison. Ma question, c'est que tu as énuméré une dizaine de joueurs, on va dire, qui ont été achetés entre 5 et 20 millions pour Dolberg. Qui va les prendre et qui va les acheter, quoi. On a oublié Viti, tiens, dans le lot. Ah, mais c'est invendable. Dolberg, aujourd'hui, la mise de départ... Ah, tu la referas jamais. Non, la mise aujourd'hui dans les négociations... Le PSV Eindhoven était peut-être intéressé. Oui, mais la mise de départ, le PSV va venir dire, ouais, Dolberg, la saison... Ils ont viré Van Nistelrooy. Soit c'est un prêt, ça sert à rien pour Nice, soit là, tu vas démarrer les négos à 1 ou 2 millions. Aujourd'hui, ça vaut 1 ou 2 millions, Kasper Dolberg. Un prêt. Ouais, un prêt. Nice espère 5-7. Au rayon des arrivées, on en parlait la semaine dernière, on a eu un entretien avec lui. Hugo Lloris, la porte s'est déjà refermée. Disons qu'aujourd'hui, la volonté du club, c'est de faire confiance à Martin Boulka. Donc, clairement, le dossier Lloris, on peut dire qu'il est clos. Terminaris. Ensuite, le dossier Enzo Lefebvre, sur lequel Nice avait bien placé ses pions lors du mercato hivernal. Il a donné son accord à Rennes. C'est le carnaval, la dernière. Carnaval. Donc, lui, pareil, c'était un joueur typiquement projet niçois, là, Lefebvre. Mais aujourd'hui, il a décidé de ne pas venir à Nice. S'il choisit Rennes pour... Rennes, ça joue la Coupe d'Europe. Ça joue déjà la Coupe d'Europe. A peut-être plus de moyens parce que Ferry, pareil, il veut minimum 20-25 millions. Nice sera sur... Ludovic Blas. Est intéressé par Ludo Blas de Nantes. Raphaël Guerrero, lui, ne viendra pas parce qu'il va s'engager avec le Bayern Munich. Donc, c'était un dossier... Il n'y a pas photo. Un petit peu... C'était une mission assez impossible, mais bon... Nice a pris des renseignements. Lucas Digne, lui, il aimerait beaucoup venir sur la Côte d'Azur, mais il gagne plus de 300 000 du côté d'Aston Villa. Et est-ce qu'il faut mettre autant pour Lucas Digne? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, il va falloir avoir beaucoup d'idées chez Florent Ghisolfi avec des moyens, somme toute, limités. Et si Todibo et Thuram s'en vont, il y aura un peu de... Le fait, en fait, l'idée, par exemple, sur le fait, c'était d'avancer
Si La vente Thuram de était... Thuram. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tant que t'as pas vendu Thuram, bah t'as pas cette enveloppe nécessaire pour faire le fait. Et on a vu que Marcus Thuram était dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il pourrait très bien faire les deux frères, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui. Tu comprends pas? Non. Ouais. Mais après, pour Thuram, c'est pareil. Il faudra mettre le prix fort. Entre 40 et 50. C'est ce que dit Nice. Après 45 ans. Après, s'il reste, c'est pas plus mal. Exactement. Tous les deux. Todibo, Absolument. Thuram, Eric, rapidement, on va parler de ta fin de saison, enfin ta deuxième partie de saison avec Brest et ce maintien acquis brillamment, on l'a dit tout à l'heure. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas coaché, on le sait. Et au final, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que mon arrivée, elle avait posé quand même pas mal d'interrogations et je trouve que c'était assez légitime. Je dirais que c'est surtout le choix d'un homme et le choix de Grégory Lorenzi. Que tu connaissais, non? Tu connaissais Oui, parce qu'on était en relation depuis, on a fait le même métier, on faisait le même métier, et puis on était en relation déjà pour le poste d'entraîneur depuis un moment, puisqu'on avait parlé après que Furlan soit parti, après que Dallaglio soit parti. Puis à chaque fois, il avait choisi des entraîneurs qui avaient plus de bouteilles ou qui venaient qui entraînaient. Donc voilà, il avait pris Dallaglio au départ, après Zakarian. Donc voilà, et puis là, est venue l'opportunité, ça s'est fait rapidement. Pour moi, c'était une véritable chance. Je les remercie déjà de m'avoir tendu la main, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de directeurs sportifs qui l'auraient fait à ce moment-là, par rapport à toutes ces certitudes que tu pouvais avoir. Et voilà, donc ma réussite, c'est aussi la sienne, et quelque part, c'est vrai que je suis content aussi, bien sûr, pour les joueurs, pour le club, mais aussi pour lui, parce que quelque part, il jouait gros. Et tu as donc re-signé pour 2 saisons supplémentaires. Ouais, j'ai re-signé effectivement pour des saisons supplémentaires pour écrire une autre histoire, parce que une histoire de la maintien, la manière dont je suis arrivé, c'est une chose, et puis après, développer quelque chose d'autre, c'est différent, donc il faudra faire effectivement des choses un petit peu différentes, en espérant d'avoir autant de réussite. Avec quelle ambition? Encore jouer le maintien cette saison? Tu te sens rejouer le maintien ou un peu plus? De toute façon, non, mais de toute façon, aujourd'hui, Rennes adapte et en tous les cas se prépare toutes les saisons à effectivement atteindre cet objectif-là en premier. Donc, ça te fait pas peur? Bah non, parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a combien de clubs qui jouent le maintien en Ligue 1? Une dizaine, je pense. En plus, dans une D1 18 clubs. La réalité, c'est que qui peut commencer sa saison en se disant on va être européen avec 7-8 clubs. Donc tous les autres. Et puis c'est vrai qu'en plus, passant à 18 clubs, c'est-à-dire que le niveau général va peut-être un peu augmenter, forcément. C'est le but en tout cas. Tu as quand même 2 clubs qui descendent et un club qui fait un barrage. Donc il ne faudra pas être dans les 3 derniers, tout simplement. Mais c'est vrai qu'au départ, l'objectif, c'est de stabiliser ce club-là, continuer à qu'il vive sa vie au plus haut niveau. Mais les moyens sont difficiles, et là, on parle de Nice qui réduit la voilure, mais moi j'aimerais bien avoir la voile de Nice. Quoi. À une époque, il y avait des moyens à Brest. Hein. Avec le président Yvinek. Ouais, mais c'était une autre époque. Il y a 30 ans, ça. Il y avait du Gino là. C'était une époque où les transferts étaient encore, tu vois, je veux dire, tu as fait venir des joueurs à un moment donné, tu fais venir Rollo César à Brest, qui est champion du... Brown, qui était aussi un défenseur central, qui était champion du monde d'argent en Argentine. Tu veux venir des joueurs comme ça, voilà, parce qu'à un moment donné, le développement du scouting était vraiment au tout début. Donc voilà, donc tu avais un peu des idées, des choses comme ça, que tu avais un ami en Argentine ou au Brésil. C'est des choses comme ça qui se faisaient. Comment Biekovic était arrivé à Nice, comment des joueurs à un moment donné incroyables sont arrivés à Nice, voilà, c'était... La vie à Brest? Bien, non, super, quand tu as connu les autres villes, ça va. Franchement bien, les gens, surtout la mentalité globale, l'environnement autour du club, le club, tu travailles dans des bonnes conditions, les gens sont à leur place, tu sais qui décide, et tu as un mec, tu as un référent, voilà, on a un président qui préside, mais qui est très peu souvent là, qui vient au match, mais qui m'envoie un texto tous les 10 jours ou 15 jours, donc avec une relation saine, voilà, des bonnes conditions pour travailler. Après, voilà, on sait que tu as des manques de moyens, mais en tous les cas, on fait du Brest, quoi. C'est vrai qu'on s'était vu à Brest, mais c'était sympa de voir que même aujourd'hui dans le foot, il y a des belles histoires. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'on s'était vu après, et tu étais là avec ton directeur sportif, tu passais un moment... Ouais. C'était sympa de se dire que ça existait encore, en fait. Il y avait, ce qui est marrant, c'est que... pas trahir de secret, dire que voilà, il y avait les familles. Moi, j'ai trouvé ça assez... je me suis dit, rafraîchissant. Pas rafraîchissant, mais ça fait un peu en plus. Oui, mais... Moi, quand je suis arrivé en plus dans une situation, le club était relégable, où il y avait très peu de points, 13 points en 17 matchs quand même. Tu dis toujours tu vas arriver dans un club un peu trop... Mais pas du tout. C'est-à-dire que les supporters au match
C'était une saison très difficile, mais ils étaient derrière l'équipe quand même. Ils en avaient pris 7 quand même dans des matchs la phase aller à domicile quand même. Tu prends 7 au stade de l'Alliance Riviera ici, je sais pas comment ça se termine le match. Quoi. donc, tu vois, cet environnement positif, et je pense que ça nous a aidés. Parce que quand l'équipe, elle s'est un peu relevée, qu'elle a montré un peu de caractère, de la qualité aussi, ça a remis un enthousiasme, mais ils ont toujours été derrière l'équipe. Donc, quelque part, voilà, c'est aussi cet environnement. Une grande partie aussi grâce à Grégory Lorenzi. Et c'est pas pour rien s'il avait été un moment aussi sur la shortlist d'Ineos et qu'il était un petit peu en concurrence avec Florent Ghisolfi pour devenir directeur sportif du club. Et je me dis qu'aujourd'hui, il doit se dire, bon, peut-être pas au même salaire, mais qu'il est bien à Brest parce qu'il a quand même cette liberté d'action. Peut-être que dans le foot et dans la vie, ça n'a pas de prix. Plus tu montes, plus c'est difficile de garder des prérogatives effectivement décisionnelles, parce que tu sais que plus tu montes... À quoi bon alors après tu as touché à tout dans le football, on le sait, tu as tenu plusieurs rôles. Aujourd'hui, le fait de redevenir entraîneur, tu penses que maintenant, c'est sur ça que tu veux te caler ? C'était mon objectif. Après, en foot, malheureusement, on ne sait jamais comment ça se passe. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre fin de saison a fait que, il y a une espèce d'unanimité et tout ça, mais on sait très bien, et moi j'ai aussi l'expérience pour savoir que tout va très vite, quoi. Donc, moi je dis toujours, il ne faut pas s'enflammer quand ça marche bien, il faut rester calme quand ça ne marche pas, et c'est la difficulté du foot, quoi. Et là-bas, c'est un petit peu l'esprit qu'il y a, donc ça c'est bien. Et en tout cas, tu as montré que tu savais faire. Oui, mais après, voilà, il n'y a que les gens qui pouvaient en douter. Moi, personnellement, j'en doutais pas. Je pense que si tu parles à 2-3 qui m'ont côtoyé à Nice et avec qui j'ai travaillé, comme Fred Joria, par exemple, qui est, je pense que lui, il n'en doutait pas non plus. Mais après, c'est toujours pareil. Tu vois, quand j'ai repris le club à Brest et que j'ai été nommé, j'ai eu des messages de certains joueurs. Et certains qui m'ont dit, prendre François Clerc, par exemple, avec qui, tu vois, je n'ai plus jamais parlé depuis qu'il était parti de Nice, qui m'a envoyé, je suis content pour vous, coach, parce que j'ai toujours su que vous étiez un super coach. Tu vois, je veux dire, donc ça fait plaisir. Alors, je ne parle pas après de ceux avec qui j'ai gardé des relations, comme Renato Sivelli, qui m'envoie des messages d'Argentine, des garçons comme ça. Mais c'est vrai que, moi, je pense j'ai ce truc quand même d'être épanoui au sein d'un groupe, de créer du lien avec les joueurs, de leur amener quelque chose. Alors après, sur le plan technique, tactique, bien sûr, mais aussi dans cette capacité à développer et à une relation de confiance aussi, et d'emmener les joueurs sur un projet, quel qu'il soit. Alors aujourd'hui c'est à Brest avec des moyens qu'on sait limiter, mais en tous les cas c'est clair pour tout le monde, on va se battre l'année prochaine pour le maintien, effectivement. Est-ce que tu as eu des sollicitations de notre club ? Alors j'ai eu des messages de directeur sportif, je ne pourrais pas le dire, parce que la réalité en fait c'est que j'avais la volonté de donner la priorité à Brest, c'est eux qui m'ont tendu la main quand même dans un moment où personne ne l'aurait fait. Donc j'avais cette volonté aussi quelque part de garder ça en tête. Après, s'il n'y avait pas eu de volonté de continuer de leur part, j'aurais peut-être écouté ce qui s'était passé ailleurs. Mais c'est vrai que mon discours avec eux, ceux qui m'avaient contacté, c'est de dire je suis très flatté, c'est sympa, mais je vais déjà parler avec Brest et puis après on se reparlera si jamais ça ne se fait pas, quoi. Bon, voilà. En tous les cas, on te souhaite une très bonne deuxième saison. À Brest, on va essayer en tous les cas. Ça sera au mois d'août. On termine rapidement par le souviens-toi, les images fortes de la saison. Chacun a choisi son image. Philippe, tu commences par... mon image forte, la victoire à Marseille. Bon. Je croyais que tu t'en rappelais plus. Non, moi c'est les images fortes, c'est la venue de Baratelli à Gym Tonic, la fête, la 50e, sur la saison de l'OGC sur la saison de l'OGC Nice, pas beaucoup d'images fortes quand même. Mais la victoire à Marseille. La victoire au Vélodrome, parce Marseille, que Monaco, je pense. Marseille, on arrive. Parce qu'il y a eu une série, victoire à Monaco, victoire à Lens. Et victoire à Marseille qui reste gravée. Et moi, j'avoue que quand Nice gagne au Vélodrome, il y a quelque chose qui... Voilà, j'aime bien que Nice gagne à Marseille. C'est parce que... Parce que t'es niçois. Parce que je suis niçois, parce que... Avec un but de Sofiane Diop. Marseille, ça sera jamais les derniers dans mon cœur, et que voilà, j'ai bien aimé la façon dont Nice avait gagné à Marseille en plus, en mettant 3 buts. Et puis voilà, on les voit là. On est en train de les voir dans les écrans. Une séquence quand même où tu avais vraiment la grosse équipe. Tu avais Youssouf derrière, comme par hasard. Hein. C'était le premier match de Mofi. Tu étais hyper solide. Je crois que c'était le premier match de Mofi à Marseille, non ? La Borde encore là. Ramsey qui était sur cette séquence très bien. Lotomba très bon. Vincent, à toi pour ton image forte de la saison. Philippe, j'aime toujours quand Nice va gagner au Louis II. Je sais pas si ça doit rester depuis que je suis plus petit.
Je me rappelle les déplacements avec les copains, là, il y avait les 4-3 Scooter. au scooter. Ouais. On vient, on gagne et on s'en va. Ouais, c'était toujours très sympa. Et là, cette victoire avec le but de Mofi assez exceptionnel sur cette merveille de ballon de Dante. Et là, le contrôle, c'est du genre joué. Après, il n'a pas toujours été à ce niveau, notre ami Terem Mofi. Mais il faut quand même lui reconnaître de grandes qualités. C'était ses 2 premiers buts, là. Ouais, et je pense que lui, ça a une préparation complète d'avant-saison avec son club. Ça va lui faire vraiment beaucoup de bien parce que je l'ai retrouvé là contre Lyon, très tonique, putain, je me suis dit, mais les défenseurs lyonnais, ils vont bien dormir. Et Mofi aussi. Et pareil, quand on disait, voilà, le projet niçois, ok, mais tu as quand même des bases solides et tu as l'an prochain quand même en numéro 9, Terem Mofi, qui va pour moi encore te marquer entre 15 et 20 minutes. Juste un bémol sur cette victoire, c'est ce maillot atroce de l'OGC Nice. Horrible. Symbolique en rien du tout, parce que c'est des couleurs. C'est les équipementiers. À noter quand même que c'est la seule victoire sous les yeux de Jim Ratcliffe. Que Jim Ratcliffe a vu en vrai. Ouais. Depuis qu'il est à la tête de l'OGC. Il se régale, depuis qu'il a acheté le club, il se régale. Allez, moi, mon image forte de la saison, ça rejoint un petit peu Terem Mofi, Vincent, c'est le retourné à balle de Terem Mofi. Là, ça nous a tous fait lever de notre siège au stade, dans le stade, et c'est vrai que ce but est exceptionnel, ce but de Terem Mofi, et puis l'environnement de ce déplacement à balle avec les supporters niçois qui étaient là, qui étaient 2000 et qui sont absolument bien tenus dans le stade. C'est vrai que c'est un bon moment de la saison. On regarde, on voit encore ces images où les supporters ont célébré le but de Terem Mofi. C'était quelque chose de génial et on espère en revivre la saison prochaine. Ça faisait bizarre hier quand même de regarder la finale de la Ligue Europa Conférence sans Nice et avec un ancien niçois qui a marqué le premier but pour West Ham. Saïd Benrahma, un joueur que Nice a vendu 1 million d'euros à l'époque. Et qui a joué avec Neil Mopé, évidemment, qui était notre invité. C'est bon de rappeler quand même. La semaine dernière. Ils sont passés d'ailleurs pour le même club. Et toi, ton image forte de la saison, c'est le maintien avec Brest, évidemment. Pour toi, le dernier match. La victoire à Marseille, alors. La victoire à Marseille, avec un énorme Pierre Lesmé. On a marqué plus que le maintien avec Brest. Je plaisante. Non, mais il est évident que c'est surtout les émotions que l'on a vécues, parce qu'on a vécu beaucoup d'émotions quand même en 5 mois. Vous étiez sauvés en plus. On était déjà sauvés. C'est vrai que c'était un peu la cerise sur le gâteau d'aller gagner à Marseille sur l'avant-dernier match. Mais c'est vrai que c'est la globalité, c'est les émotions, on parle souvent de gagner des titres qui font, mais ce genre d'objectif atteint à 2 journées de la fin. Tu sais, voilà, petite anecdote, quand je suis arrivé, j'ai voulu vraiment infuser aux joueurs qu'il faudra peut-être se battre jusqu'à la dernière journée, de la dernière seconde. Parce que, en fait, les clubs qui se retrouvent des fois dans ces situations de se maintenir et de voir jouer sa peau, des fois, ils ne sont pas préparés à ça sur les derniers matchs. Tu vois, nous, à l'époque, à l'OGC Nice, on était préparés à ça. On savait que... Regarde Auxerre, à la 34e, il pensait être bon. Et puis mais Nantes, imagine Nantes. On parlait toujours d'un championnat à 6 en bas pour savoir qui est les 4 derniers. Et Nantes s'est retrouvé dans ce championnat alors que ce n'était pas prévu. C'était un championnat à 7 à l'arrivée. Donc de finir premier de ce championnat avec 4 points d'avance sur Strasbourg, déjà, c'était une magnifique performance. Et puis en plus... Les émotions, c'est pas un titre, mais on a vécu des émotions incroyables à Le Blé, sur les matchs à domicile notamment quand on a gagné, après les matchs, et notamment après quand on s'est maintenu. Et c'est vrai que ça fait partie, c'est pas un titre, mais c'est comme un titre, quoi, parce que c'est célébré de la même manière. C'est un club qui a une identité. Exactement, et c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que tous les clubs où je suis passé, j'ai eu de la chance, que ce soit à Nice, bien sûr, dans mon après-carrière, à Nice, mais dans mon après-carrière, que ce soit à Nice, que ce soit à Lens et maintenant à Brest, c'est pas les mêmes clubs, mais c'est des clubs très identitaires. Mais quelle est l'identité du Nice 2023 ? Ah, mais ça, après... Non, mais voilà. Et il faudrait qu'il y ait un peu plus d'amour entre nous de la part d'Ineos sur le gym. Je croyais entre nous, parce que nous sommes tous. Parce que, voilà... Il faudrait que Ineos débauche Philippe Camps de Nice Matin. Ils lui font écrire des magnifiques chroniques, là. J'en explique. Il était quand même surnommé à l'époque le poète bourré du Stade du Ré. On touche pas... Ah, donc c'est pour ça On touche pas à la légende. La légende, elle appartient à nous. On signe, tu pars pas. Elle appartient tu prolonges ton contrat, tu prolonges d'une saison, Philou ? Saison 3, je suis en égo. Saison 3, mon Philou ? Je suis en égo, là. La légende. Je suis en égo. Bon, allez, c'est la fin de cette prochain invité, on prend quand d'ailleurs ? De Gym Tonic en mois d'août, je vais tout expliquer. Allez, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique, Sophie Doncé, Chloé Vorgard, Franck Fernandez et Philippe Bertini qui nous ont aidés toute cette saison. Un grand merci à eux. On se retrouve au mois d'août, donc, pour la saison 3.
de Gym Tonic, avant la première journée de championnat, mon cher Vincent, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année. D'ici là, je vous souhaite à tous un bel été. Un bon mercato pour toi aussi, Eric. Toi aussi, hein, profite bien, une Mykonos. Belle saison une belle saison l'année prochaine. Ne trompe pas d'île, hein, parce que les Cyclades, il y en a plein. Hein. T'inquiète pas, on connaît. À la prochaine, à la saison prochaine. Merci. Allez, merci Mika. Merci, bye bye. Belle été.